Alors comme ça, t'es là, tu viens pas me dire bonjour. Si, je vais te dire bonjour, mais je m'échauffe là, je m'échauffe. Non mais Je vais faire la déclaration tout à l'heure. pas maintenant. Ouais, T'as un truc à dire là, t'es chaud. Pas super chaud, je suis pas Non mais super si jamais chaud. tu dis tout à l'heure, après on va pas se voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là, j'ai regardé. Qu'est-ce qui te fait venir aujourd'hui? C'est le 15 août, c'est la fête de la Vierge. Ah, voilà. Mais non mais il y en a qui vont fêter leur 15 août ailleurs ou qui ont des choses de prévues. Tu sais, ils ont réussi à nous faire croire tellement de choses que j'espère voir la Vierge aujourd'hui. tu vois. Eh, toi c'est Dragos. Ouais, C'est un Dragos. surnom ou c'est ton prénom? Non, c'est mon prénom. Mais tu t'es de quelle Je suis origine? d'origine roumaine. Roumaine. Et c'est un prénom grec. Le roumain, il est proche du français, le roumain, la langue française. Ah oui, c'est une langue latine. Ça fait partie des langues latines. C'est peut-être facile d'apprendre le roumain plutôt qu'une autre langue quand on est français. quoi. Non, c'est pas si facile que ça pour les Français et les Italiens parce qu'on a des déclinaisons. Ah oui. Donc tu risques de te prendre les pieds assez rapidement dans les déclinaisons. Mais si tu parles l'italien, tu vas apprendre ou français, tu vas apprendre relativement vite le roumain. On a souvent parlé des... À l'exception près des déclinaisons, tu vois. Ah oui. Parce que là, c'est un peu comme l'allemand, etc. Ça me fait penser aux Roumains, de là d'où tu viens, on a souvent parlé de l'économie. Et il y a récemment quelqu'un qui me disait... Oui, on parle de l'économie. Il y a un souvent, climat politique qui fait que même ceux qui viennent de l'étranger, d'Europe, vont avoir il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2 jours, quelqu'un m'a dit ça, vont avoir des salaires pas très chers. Et on m'a dit, oui, mais ceux qui viennent de l'étranger pourraient ne pas se vendre si bas. Parce que s'ils trouvent des boulots à 800 €, ça fait que ceux qui sont déjà en France, on va avoir des difficultés à payer plus cher. T'en penses quoi? Personnellement, je suis en France, je suis arrivé, j'avais 14 ans, Oui. avec la certitude de ne plus jamais retourner en Roumanie. Parce que d'abord, j'étais réfugié politique avec ma famille, puis ensuite, à 18 ans, j'ai été déclaré déserteur parce que je ne me suis pas présenté pour faire mon service militaire là-bas. Bon, ça m'a rattrapé après. Ouais. Parce que j'ai repris la double nationalité quand le communisme s'est cassé la gueule. D'accord. Et effectivement, Et après, donc moi je suis français intégré à 100%. Quand t'as repris la nationalité, ils t'ont dit, il y a un truc qui va pas, t'as pas fait ton service. Voilà, mais bon, ça a été un plaisir, si tu veux, de le refaire dans d'autres circonstances. Mais le seul uniforme que je porte, si tu veux, c'est celui de la France. Donc j'ai pas 2 allégeances. Mon allégeance, c'est la France. Si je fais autre chose dans un autre pays, si je prends un autre uniforme, je le prends dans un autre pays. Mais en France, je suis sûr que tu as des choses à dire sur l'Europe, sur comment elle s'est construite, sur ce qui se passe en Europe par rapport à... Tu m'as parlé de quelque chose qui s'appelle les travailleurs détachés. Oui. Donc ça, je peux t'en parler parce que j'en ai... On avait commencé déjà à en parler. J'ai travaillé, évidemment, étant roumain, dans les sociétés où j'ai travaillé, les dossiers avec la Roumanie venaient à moi et moi j'allais à eux, tu vois. Parce que je parlais la langue, j'ai fait des séjours importants en Roumanie, après la chute du communisme. Effectivement, le problème des travailleurs détachés, c'est qu'un Roumain va venir travailler en France pour 1 000 €, et le mec, il va te faire des heures et des heures. Hein. Voilà, parce qu'il a envie d'avoir un boulot et de garder son boulot. Il a envie d'avoir un boulot, et puis surtout, tu vois, même, prenons l'exemple du Portugal. Autour de Porto, dans l'industrie textile, les salaires sont encore de maximum 500 € à la chaîne, tu vois. Donc si on a encore des chaussures made in Portugal, des fringues made in Portugal, c'est parce que les gens se font encore payer 350 €. On profite justement... Non, mais c'est tout simplement impossible d'avoir un salaire commun européen. Tu vas pas... parce que tu n'as pas les mêmes niveaux de vie. Par exemple, en Roumanie, je te donne un exemple, les salaires sont très bas. Notamment parce que le coût de la vie est également très bas. Nous, je regardais les chiffres, effectivement, on parle souvent économie tous les deux parce que c'est mon premier métier, c'est historien et économiste, Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, des chiffres intéressants, c'est par rapport à nos parents, nous, notre génération, je parle des trentenaires, quarantenaires et cinquantenaires, on va payer 16 fois plus l'immobilier. T'imagines, par rapport à nos parents, par rapport à la génération de nos parents. Tout pays confondu dans l'Europe ou... En France. En France, hein. Je te parle de la France. Ouais. En France, l'immobilier, en 2 générations, on a multiplié par 16. Donc là où nos parents avaient un accès facile à la résidence principale propriétaire, nous, on va la payer la même 16 fois plus. Ça peut signifier qu'elle est même fermée à la plupart des Français, quoi. C'est compliqué de devenir propriétaire. C'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété dans des endroits très attractifs. Tu peux accéder à la propriété dans le nord, si tu veux, mais dans les marchés, dans les endroits où tu as un marché du travail qui est porteur et demandeur,
le prix de l'immobilier a été multiplié par 16 par rapport à tes parents. Je peux te donner l'exemple d'une simple ville comme Antony dans le 92. Tu prends la ligne B du RER, tu vas vers l'aéroport, tu t'arrêtes à Antony. À Antony, dans le quartier où j'ai habité, qui s'appelle le quartier des Castors, parce qu'il a été construit par les salariés de l'entreprise qui fabriquait les compteurs à gaz et d'électricité à côté. C'était un quartier ouvrier. Les ouvriers, avec l'aide de l'entreprise, avaient acheté des terrains et construit eux-mêmes leurs pavillons. Pendant 1 an et demi, chaque ouvrier passait des heures et des heures à travailler après le boulot. Et samedi et dimanche, ils avaient construit leur fabrique de parpaings. Ils ont construit un chouette quartier avec un magnifique square au milieu. Aujourd'hui, ces pavillons valent 3 millions d'euros. Et ce sont des logements ouvriers. Donc après la guerre, les ouvriers d'Arcueil ont acheté à côté de la gare d'Antony. Et aujourd'hui, leurs enfants, ceux qui ont eu la bonne idée de garder les pavillons, leurs enfants sont simplement millionnaires. Donc ils vont payer l'impôt sur la fortune, certainement. Parce que le pavillon construit par leurs parents et leurs grands-parents ouvriers vaut dans les 3 millions d'euros. Et ils n'ont pas forcément les moyens de payer cet impôt, mais ils sont sur quelque chose qui a de la valeur. Ils peuvent toujours vendre s'ils n'ont pas les moyens. Donc peut-être que ça incite ou ça oblige certains à vendre alors qu'ils ne voudraient peut-être pas vendre. Ouais, mais généralement, les enfants des ouvriers d'Antony à l'époque sont devenus des cadres. Oui. Et ils ont même arrondi leur patrimoine, donc je m'en fais pas beaucoup pour eux. Parce ils ont quand même de quoi, ils peuvent vendre et ils peuvent quand même récupérer, garder quelque chose. Voilà, et puis ensuite, ce sont des gens qui ont les moyens d'accéder au savoir-faire de l'évasion fiscale, tu vois. C'est à un moment donné, par exemple, si tu as une simple entreprise et tu as la bonne idée de vendre ton pavillon à ton entreprise. Pour ça, moi, j'encourage les gens fortement à créer des entreprises. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale et c'est légal. Voilà, c'est de l'optimisation fiscale, mais c'est tout à fait légal. Non, parce que certains pourraient penser que tu parles de quelque chose qui n'est pas légal, c'est légal, c'est l'optimisation. Non, c'est absolument légal. N'importe quel comptable, expert comptable... Tous ceux qui ont un certain capital, comment dire, des choses, des maisons, des appartements, C'est la différence entre l'entrepreneur, entre le capitaliste et le salarié. Voilà. Le capitaliste, il va mettre dans la comptabilité de sa boîte un tas d'actifs. Donc, si tu es un petit peu... si l'ISF te guette, tu peux, par exemple, mettre un de tes appartements dans une de tes boîtes. Tu vends purement et simplement ton appartement à ta société. Donc, un jour, tu pourras liquider ta société et comme actionnaire de ta société, tu vas récupérer tes billes. Mais c'est pas du tout ton intérêt de liquider ta société et te retrouver avec toute la fiscalité au cul. Donc il y a une très grande différence entre le salarié et l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur, même son repas de midi, il va pas le payer. Tu vois ? Parce qu'il va le déclarer comme frais. Si pendant une période dans laquelle tu es entrepreneur, tu vas réaliser des travaux dans ta maison, tu vas le faire parce que c'est ton outil de travail. Imagine que tu sois consultant, tu travailles dans ta maison, tu as vendu ta maison à ton entreprise, tu échappes à l'ISF pendant quelques années. Ensuite, si tu es très bien, comment on appelle ça, un SDF, sans déficit financier, la définition de l'SDF, on en avait une, sans difficulté financière. Voilà, si tu es SDF et tu n'as pas une FBI c'est une fausse bonne nouvelle. Une fausse bonne idée. Oui, voilà, FBI, c'est une fausse bonne idée. Voilà. Donc, si tu as une très bonne idée, tu peux vendre une partie de ton patrimoine à ta société. Et tu fais rouler ces choses-là. Mais bon, tout le monde n'a pas l'accès à l'optimisation fiscale. Je connais énormément de profs qui payent l'ISF. Des profs agrégés, certifiés, qui payent l'ISF. Parce qu'ils ont fait des héritages, tu vois. L'enfant unique, ça n'a pas que des mauvais côtés, tu vois, pour les héritiers. Parce qu'ils ont capté les héritages des deux côtés de la famille. Du côté des grands-parents maternels comme du côté des grands-parents paternels, tu vois. Donc si tu as 2 enfants ou 3 enfants sur deux générations, ils risquent de payer l'ISF, les gamins, tu vois. J'ai un ami, il a une maison secondaire,
Il a une maison secondaire en Alsace, il a une en Savoie, il a une autre dans les Cévennes, un pavillon à Antony justement. Et voilà, donc lui il va taper l'ISF, quoi. Il va être soumis à l'ISF. Ouais. Moi je m'en fais pas pour lui, hein. Il peut mettre quelques sous de côté pour payer, mais c'est le fait d'avoir hérité de tous les côtés. Bon. C'est ça. Moi j'ai pas hérité grand chose parce que quand on a quitté la Roumanie, on a tout laissé derrière, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, on était quelque part menacés. C'était la dictature. C'était la dictature et surtout on savait on croyait à l'époque qu'on n'allait jamais y retourner. Je sais pas si tu te rends compte, on a assisté à la fin d'un empire. C'est comme si on avait vécu la fin de l'Empire romain, mais de manière très abrupte. Oui, vous avez quitté parce que vous pensiez que ça allait durer pendant des années, des années, des années. On a quitté parce que ma mère commençait à être poursuivie pour ses opinions politiques et pour ses positions politiques. On a quitté parce que ça faisait 2 générations. Mon grand-père avait été déjà persécuté. Ma mère avait réussi à s'en sortir. Dans la famille, vous avez des idées bien tranchées et vous dites ce que vous pensez, c'est ça ? Justement, c'est ça, tu as dit quelque chose d'intéressant, de très juste. Hein. C'est que à l'intérieur de la famille, avec nos amis les plus chers, on disait la vérité. Et on était éduqués à ne pas dire la vérité en société à l'extérieur de la famille. Donc à l'intérieur de la famille, on racontait ce qu'on devait... on se transmettait un idéal politique libéral et démocratique. Et à l'extérieur de la société, on racontait des conneries communistes. Voilà. Mais alors tôt ou tard, même si vous faisiez attention, ça se sait quand même. Tôt ou tard, à un moment donné, dans ces sociétés-là, si tu voulais évoluer du point de vue professionnel, ma mère était prof à la fac. À un moment donné, ils ont exigé qu'elle adhère au Parti communiste. Mais en fait, on est de plus en plus près de la dictature communiste en France. Hein. Et quand tu regardes à quel point nos journalistes sont veuls, à quel point nos journalistes aboient tous avec la meute. Tu fais des comparaisons, tu penses avec la presse des pays de l'Est à l'époque. Ouais. Mais à l'époque, on avait des mecs qui racontaient... on avait des démagogues à la télé, on avait des démagogues à la radio dans les pays de l'Est. Sauf que les mecs savaient qu'ils mentent, et ils savaient que nous, on savait qu'ils mentent. Et puis, on jouait le jeu, c'était un théâtre, mais c'était juste une façade. Et derrière la façade, c'était pas épais, tu vois. La société était massivement résistante et anticommuniste, massivement. Et tu penses qu'en France, c'est le côté communiste En France, je pense que la démagogie est beaucoup plus profonde. Enfin, le risque de fascisme et de dictature soft est beaucoup plus fort en France en ce moment. Parce que quand tu vois que les journalistes n'ont même pas besoin de consignes pour mentir et être démagogues et aboyer comme une meute, tous à l'unisson, c'est extraordinaire. Dans les pays de l'Est, le mec qui se pointait derrière son micro, il lisait sa déclaration et il rigolait l'instant d'après avec ses copains journalistes en disant qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries dans ce pays. Et le mec, il savait parfaitement que nous, de l'autre côté de la télé, on était en train de se tordre de rire. Tu vois ? Ça, en France, les gens, ils ne se tordent pas de rire en disant qu'est-ce que BFM raconte comme conneries. Les mecs, ils regardent, ils croient, ils avalent. Tu vois ? Donc, on a tout. On a Orwell, c'est terrible ce que tu me dis là. C'est terrible ce que tu me dis. Oui. En France, l'épaisseur de la démagogie est beaucoup plus importante que dans les pays de l'Est. Dans les années 80, 10 années avant que ça s'écroule. En Roumanie, avant que ça s'écroule, vous étiez au courant que c'était une supercherie, qu'il racontait des bêtises dans les médias. Bien sûr, on savait en Roumanie, on savait qu'on avait une frontière de 600 km avec la Russie. Et que si on voulait sortir du camp socialiste, en 2h30, on allait avoir les avions russes qui allaient débarquer les tanks, à Bucarest. Mais à part ça, on savait que c'était du pipeau, on savait que les chiffres donnés par le régime étaient archi faux. Et on était un peuple uni contre une dictature, tu vois, mais massivement. Unis, voilà, c'est ça, vous étiez unis. On était unis. Ce que tu vois en France, c'est quoi ? C'est les gens sont unis ? Ce pays est pulvérisé à un point inimaginable. Toutes les personnes sont à part, détachées pour elles-mêmes. Franchement, j'ai vécu dans plusieurs pays. Oui. Le dernier pays en date, c'est la Grèce. Les Grecs, ils souffrent énormément.
à cause de la crise, à cause de l'Europe, à cause de ce que l'Allemagne leur a fait payer. Oui. Mais en Grèce, tu as vraiment la sensation physique que c'est un peuple qui sont unis. Quelque part, ils restent unis entre eux. Et tu veux pas ça en France alors? Non. Tu penses que c'est dû à quoi là, en France pourquoi ça se passe comme ça? Mais on a été pulvérisé depuis... Moi, je suis arrivé en France avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81. Ouais. Depuis, on n'arrête pas d'être divisé dans ce pays. On est divisé entre la gauche, la droite, les LGBT. Tu penses que c'est dû aux politiques, ça? Oui, c'est une politique délibérée de pulvériser le peuple. Tiens, je vais te donner un exemple, je vais peut-être passer pour un affreux fasciste. Mais pourquoi est-ce que les journalistes sont tombés sur le dos des Gilets jaunes aussi facilement? Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme une meute bien dressée? Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés aussi facilement sur le dos des Gilets jaunes? Pourquoi les Gilets jaunes se plaignent du traitement que la presse et les médias leur ont infligé? C'est parce qu'en France, depuis 30 ans, on s'entraîne sur le dos du FN. Tu vois? Ça fait 30 ans que la meute s'entraîne à bouffer du FN à chaque repas. Hein? Donc les mecs, pendant 30 ans, tu muselles 30 à 40% des Français. Je discute pas le vrai ou le faux, l'intérêt du FN ou autre chose, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir réussi à museler 30 à 40% d'un peuple. Tu vois, de le traiter de beauf, de le traiter de moins que rien, de sans dents, de pauvre, de mec qui n'a pas d'ambition, de mec qui n'est pas productif, de salaud qui vit au crochet de l'État. Tu vois, donc avoir réussi à museler 30 à 40% de ton peuple, c'est déjà un excellent entraînement à la dictature. Hein. Donc ça, les Gilets jaunes, on s'est pris ça dans la figure de manière très brutale, parce que les mecs, ils ont 30 ans d'entraînement. Ils ont 30 ans d'entraînement à l'exclusion, à la censure, et ils ont 30 ans d'entraînement à la muselière, quoi. Donc s'ils nous sont tombés dessus aussi facilement, c'est parce qu'ils étaient entraînés. Tu vois, une équipe bien entraînée fait la différence avec une équipe d'amateurs. Hein. Quand tu prends une équipe de professionnels qui s'entraînent depuis 30 ans ensemble, tu vas voir... Le téléphone. Oui. Ah non, il n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Tiens, on a un téléphone portable, on a récupéré un téléphone portable. Non, il n'est pas à moi. Mais il faut le garder. Bah, il faut que tu le tiennes parce qu'on sait jamais. Voilà, donc on a trouvé un téléphone portable en direct. On le garde précieusement. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'a estomaqué, si tu veux, quand pour tuer le Front National, ils avaient qu'à balancer les proportionnels, tu vois. Si les mecs du Front National avaient été mauvais, et Dieu sait qu'ils peuvent être mauvais, ils se seraient écroulés, à l'Assemblée en tant que groupe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la proportionnelle aux mecs, tu vois? Donc voilà, refuser la proportionnelle à tous les niveaux, que ce soit dans les départements, que ce soit partout. Tu vois, peut-être dans certaines élections. C'est à toi, t'en fais pas, on l'avait. Bah, je t'en prie, c'est toi qui l'as vu. Donc voilà, il fallait faire voter les mecs à la proportionnelle. Si t'as pas peur du peuple, la seule personne qui a peur du peuple, c'est le tyran. Parce que le tyran, il sait qu'il a gouverné par la terreur, le tyran. Donc Tu n'as pas peur quand tu sais que tu vas réussir ton projet, même si tu es jugé, tu n'as pas peur de ce que tu fais, quand tout est clair, quand tout est bien annoncé. Voilà la différence entre le tyran, si tu veux, et le despote éclairé, c'est que le despote éclairé, si tu lui fais quelque chose, il va s'en prendre à toi, mais il ne va pas s'en prendre à toi, à ta famille, à tes amis. C'est une différence que les Romains faisaient entre un mec à poigne. En plus, la dictature en République romaine antique, c'était une fonction qui était constitutionnelle. La dictature n'avait pas le même sens. C'était une magistrature qui durait 1 an, mais quand ils avaient un mec à poigne, un empereur à poigne, le mec il pouvait liquider un opposant qui le faisait chier, mais il ne s'en prenait pas à sa famille. Et ses héritiers recevaient leur héritage. Un tyran, il s'en prend à ta famille, il s'en prend à tes amis, il te détruit toi et il détruit les gens autour. Là, tu penses à qui, là? Ok, t'es pas obligé de le dire, mais tu penses à quelqu'un. Les staliniens, ils avaient cette habitude-là. Je te demande pas de citer des noms, mais tu penses à quelque chose en ce moment, quoi. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'on était dans une dictature soft. Aujourd'hui, les mecs, ils vont essayer de te détruire professionnellement.
Si tu sors la tête du lot, ils vont t'emmerder professionnellement, ils vont te poursuivre, les mecs. Et ça, c'est des habitudes qu'on avait en Roumanie sous Ceausescu, tu vois. Le harcèlement. T'as vécu ça en France au travail ou pas? Non, jamais encore ici. Tu te laisses pas faire depuis le début, depuis que t'es arrivé, depuis que t'es jeune, je sais pas. La crise des Gilets jaunes m'a coûté un futur associé. Mince. Parce qu'au moment où on a commencé, j'étais en train de monter ma boîte. Oui, t'es entrepreneur. Je suis en train de monter ma boîte. Ouais. Je reprends tout à zéro 1 an et demi après. Tu peux nous dire ce que tu fais ou... Au départ, le projet, c'était une boîte d'informatique. Mais maintenant, comme je te le disais, il y a quand même un associé à qui j'avais avancé les fonds, à qui je faisais un pont en or quand même. Qui tu lui faisais confiance et puis il t'a trahi ou... Non, il a réussi à me reprocher le fait que je ne bossais plus le samedi. Ah mince. Tiens, parce que j'allais en manif. Puis parfois je rentrais de manif, après j'ai été blessé, je travaillais pas non plus le lundi, mais je travaillais de chez moi, allongé, sur mon tatami japonais, avec les téléphones, je faisais mon boulot, je faisais ma part du boulot. D'autant plus que le mec qui a avancé les capitaux, le compte en banque, c'était moi. Donc, en plus, je leur faisais un pont en or. Donc ils ont réussi quand même à m'énerver au point où j'ai arrêté d'investir dans le boulot avec eux et je vais me séparer d'eux. Donc dans la mesure où je coupe, je me débarrasse de la compétence informatique, je vais travailler peut-être plus dans l'étude économique, dans le conseil économique, dans la gestion économique, dans la gestion. Parce que je vais pas faire quelque chose de physique. Physique, ça voudrait dire que je pense beaucoup d'argent dans l'histoire et avec la récession qui nous attend, m'engager dans une activité où j'ai des capitaux, C'est vrai que c'est courageux de commencer une activité quand tu sais que ça s'écroule en ce moment, quoi. Ouais, mais je me pose des bonnes questions, tu vois. Ouais, tu sais où tu vas à peu près, tu essaies de savoir. Je vais faire ce que je fais toujours. Au moment où je vais commencer ma première journée de boulot, j'aurai déjà signé pour 1 année ou 2 années de travail, tu vois. Donc c'est pour ça que je prends aussi mon temps actuellement. Ouais, tu montes pas une entreprise, un projet pour ne pas savoir où sont tes clients, tu les as déjà. Voilà. Donc la meilleure façon de commencer une société, c'est déjà de travailler dans cette société depuis 6 mois. Au moment où tu déposes... On peut savoir ce que tu proposes comme service, je te coupe, mais... Là, ça va être de la gestion financière, de la GFI, justement. D'accord. Je viens d'ouvrir mon plan d'épargne. C'est du B2B pour les entreprises? Je vais faire ça, oui. Donc je vais surtout me rapprocher d'anciens camarades de travail qui travaillent qui gèrent des pépinières d'entreprise. Donc je vais me rapprocher d'anciens camarades de travail. Je vais me rappeler à leurs bons souvenirs. Ce sont des gens qui sont très sérieux. Et je vais devenir leur sous-traitant pour commencer, pour être certain que le boulot arrive. Donc, évidemment, il faut être très prudent si tu ouvres une société aujourd'hui, mais je peux te rassurer, les banquiers vont être très prudents à ta place. C'est-à-dire que pour faire aujourd'hui qu'un banquier accepte de t'ouvrir un compte entreprise, il va falloir que tu sois très fort et que tu aies un passif quand même chez le banquier vraiment correct. Parce que pour que tu déposes aujourd'hui tes fonds dans une banque et que le mec dise oui, ce qui a été mon cas, le mec il a dit oui, on a tout fait à un seul rendez-vous. Donc malgré les soucis que j'ai eu par ailleurs à cause des blessures, on a bien géré cette histoire. Et aujourd'hui vraiment les banquiers vont être très attentifs. Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui veulent ouvrir quelque chose aujourd'hui parce que les banquiers vont regarder 10 fois leur business plan. Ça va être infernal. Déjà avant il fallait que tu fasses 3 ou 4 banques avant de trouver une qui accepte ton argent. Donc aujourd'hui les banquiers à mon avis ils vont être très tendus. Dragos, dis-moi, tu es de retour, enfin je te vois ici aujourd'hui ce samedi 15. Ouais. Tu penses être là aussi pour le mois de septembre? Ouais, le mois de septembre, le fameux 12. Ouais. Tu penses quoi de tout ça, la fin de l'année 2020? Tu penses qu'elle sera comment cette année? Je pense que le fait marquant, ça va être la réélection de Trump. Tu penses au mois de novembre? Ouais, je pense que la réserve fédérale, les banques centrales ne bougent pas. Parce que Trump, il les tient dans la croix du viseur, là. Il a un fusil à lunettes sur la banque. Oui. Ce qui lui a assez gâché la fin du mandat. Donc pour l'instant, les banques centrales ne vont pas encore nous envoyer l'addition.
mais ça va commencer après novembre. Dès que Trump va être réélu, les banques vont commencer à nous renvoyer l'addition. Donc quelque part, c'est parce que on subit, entre guillemets, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une sorte de status quo parce qu'on n'est pas encore avec la réélection d'un président, quoi. C'est la Fed, c'est la Fed, c'est la banque centrale américaine qui donne le ton. Donc c'est elle qui fait tourner la planche à billets avec de la fausse monnaie à toute blinde. Donc là, ils émettent de la fausse monnaie à toute blinde. Un jour, on va se rendre compte, si tu veux, que le kilo de patates ne vaut plus... Donc il n'y aura pas de tempête avant le mois de novembre, donc c'est ça ce que tu nous dis? Ouais, voilà. Et même 1 ou 2 mois après, ça risque d'être encore peinard. On va attendre 2021, quoi, c'est ça? Voilà, 2021, ça va nous tomber dessus. Ils ont émis beaucoup trop de fausses monnaies pour que quelque chose n'arrive. Il y en a beaucoup qui le prédisent plutôt le crack, le crack, peut-être. Il y en a qui disent qu'il est déjà là, mais la vraie chute en 2021. Voilà, 2021, parce que là, Trump, il peut tenir la réserve fédérale. Il les tient court en laisse et la réserve fédérale a déjà joué au con avec Trump et ils se sont rendus compte que le mec, il avait les moyens de les tenir court en laisse. Donc la réélection de Trump va arriver en novembre. Il va être réélu certainement, mais alors à un niveau, avec un score mais inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Trump est populaire en ce moment aux États-Unis. Et après, les banques centrales, la Fed va présenter l'addition au peuple. Je veux dire, les mecs l'économie est hyper financiarisée, c'est-à-dire que tous les milliards de fausses monnaies, les milliers de milliards qu'ils ont injectés, se sont retrouvés sur quelques valeurs, sur quelques entreprises très sûres dans la bourse, et même les entreprises qui ont des résultats très mauvais ont trouvé de l'argent facilement. Donc la Fed et la Banque Centrale Européenne rachètent tous les titres. C'est comme de nouvelles bulles, et ça va éclater donc. Ah oui, bah là, ils ont rajouté une hyper bulle à une bulle qui existe déjà. Donc t'as quoi? T'as Apple, Amazon et 2 ou 3 autres à la scar qui font 40% de la valeur boursière. C'est pas forcément bon signe. Ouais, puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelait déjà avant la crise les entreprises zombies. Des entreprises qui font peu de croissance, qui distribuent peu de pognon, qui n'innovent pas. Ces entreprises, dans le cadre du libéralisme, elles ne seraient pas très valorisées. Certaines seraient en train de capoter, de fermer. Ouais. Or, avec l'argent facile qui est si abondant aujourd'hui, ces entreprises qui étaient déjà des entreprises zombies avant la crise, elles survivent, elles se portent bien. Donc il y a un type qui a donné, c'est Béchade, qui a dit voilà, on vous a prêté de l'argent pour acheter une magnifique BMW. Vous avez fait 3 tonneaux avec la BMW sur autoroute. C'est une épave, mais du moment que le GPS et le radio fonctionnent bien dedans, votre bagnole vaut encore 3 fois plus que neuve. Donc voilà, c'est à peu près l'état de l'économie aujourd'hui. La bagnole, elle a fait 3 tonneaux, mais le GPS, c'est-à-dire Apple, Amazon multiplient par 2 fois chaque jour leur valorisation boursière. Et voilà, et l'économie vaut 3 fois plus qu'avant la crise. Donc on a fait 3 tonneaux. Maintenant, à un moment donné, quelqu'un va enlever le GPS, la radio, et ils vont nous laisser l'épave sur les bras. Donc l'épave, elle est là. Et puis, regarde quelque chose comme Air France. Est-ce qu'Air France mérite d'être sauvé ? Bien sûr, pour les gens qui sont dedans. Bien sûr, pour la France, ça vaut le coup de sauver les ailes nationales. Ça vaut le coup de sauver Air France. Mais Air France, elle va renouer avec les bénéfices quand ? Les plus optimistes, ils disent 2023. Moi, j'y crois pas. Tu vois ? Avec l'endettement d'Air France aujourd'hui, ça aurait dû être liquidé depuis longtemps. Les employés d'Air France, ils sont nationalisés. Il y a un autre type qui a dit qu'en 80% des Occidentaux pourraient recevoir leur fiche de paye directement de la Banque Centrale Européenne. Tu vois, on est déjà des employés gouvernementaux, tous. La plupart d'entre nous, on est employés déjà par le gouvernement, parce qu'ils ont sans le dire, ils ont nationalisé les entreprises. Donc, on est en train d'assister, les gens qui hurlent ici à bas le capitalisme, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont victorieux, tu vois. C'est quand les gens là ils crient à bas, qu'est-ce qu'ils crient d'habitude ? Qu'est-ce qu'on crie d'habitude à bas le capital le capital, ils l'ont vaincu là, tu vois. À 80%, il est entre les mains de la Banque Centrale Européenne et de la Fed. Donc vous avez gagné les mecs. Vous pouvez rentrer chez vous, vous avez gagné.
les Français ont gagné. Le capital, il est mort. Je te remercie, Dragos. Je t'en prie. C'était bien sympa, ouais. Merci beaucoup. Hein. Bah, salut à tout le monde. Un bon 15 août, les camarades. Un bon 15 août. Et puis avec tous les miracles qui s'accomplissent en ce moment, on va peut-être voir la Vierge apparaître. C'est le 15 août.